Poštovane dame i gospodo, cijenjeni akademkinje i akademici, dragi gosti, dobrodošli u knjižnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na predavanje francuskog filozofa, redovitog člana Francuske akademije i dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gospodina Alena Finkielkrauta, koji je u Zagreb stigao u pratnji svoje cijenjene supruge, gospođe Sylvie Topalov, pa vas pozivam da ih srdačno pozdravimo. Gospođa Topalov je na trenutak izašla, ali će nam se naravno pridružiti. Dopustite mi da prije svega pozdravim naše cijenjene goste, veleposlanika Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, njegovu ekscelenciju Fabiena Fieskija. Dobrodošli. S nama je ministrica kulture i medija, gospođa Nina Obuljen-Koržinek. A drago mi je naravno da u ime domaćina mogu pozdraviti i predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademika Velimira Neidhardta, i potpredsjednika akademije, akademika Davora Miličića. Gospodin Finkielkraut u Zagreb je stigao na poziv svog dugogodišnjeg prijatelja, našeg akademika Dražena Katunarića, kojeg također pozdravljam, a ovaj nam je događaj teško zamisliti bez akademkinje Željke Ćorak, ne samo istaknute hrvatske povjesničarke, nego i vrsne poznavateljice dijela gospodina Finkielkrauta. Srdačno vas pozdravljam. No prije nego što nam se obrate, dopustite mi nekoliko rečenica iz bogatog životopisa gospodina Finkielkrauta. Istaknuti francuski filozof i novinar od 1989. do 2014. predavao je filozofiju i povijest ideja na Politehničkoj školi u Parizu. Redoviti je član Francuske akademije od 2014. godine i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992. Od 1990. do 1996. uređivao je časopis Europski glasnik, nakon čega je bio voditelj radijske kontakt emisije Replike, u kojoj je polemizirao s intelektualcima i autorima recentnih knjiga o društvenim i političkim pitanjima. U svojem radu dijelom se oslanja na filozofiju Emanuela Levana, najznačajniji je njegov filozofijski doprinos kritici moderne i moderniteta, osobito kritici progresizma, shvaćanja ljudskih prava te ukazivanju na probleme u modernom shvaćanju kulture. Tijekom 1990. godina Alen Finkielkraut govorio je i pisao o ratnim zbivanjima u bivšoj Jugoslaviji, te je u evropskim javnim i intelektualnim krugovima osuđivao režim Slobodana Miloševića i srpsku agresiju, te se zauzimao za osamostaljenje i međunarodno priznanje Hrvatske i branio pravednost Domovinskog rata. Zaslužuje pljesak. Među njegovim najznačajnijim dijelima ubrajaju se Imaginarni židov, Mudrost ljubavi, Poraz mišljenja, Kako se to može biti Hrvat, Izgubljena čovječnost, Filozofija i modernost, Pametno srce, U prvom licu, Postknjiževnost i Lovac na biser. Među svakako vjernim pratiteljima i poznavateljima života i djela gospodina Finkielkrauta, napomenula sam već na početku, dvoje je naših akademika. Pa molim akademkinju Ćorak i akademika Katunarića da nas uvedu u predavanje koje će održati naš gost. Izvolite. Soyez bienvenue, dit Monsieur Finkielkraut,
père Alain Finkielkraut, au nom des nombreuses années que vous avez fait en ce pays, mais qui pour la plupart ne sont plus avec nous. To je razlog što se ja nalazim na ovom mjestu, ne zbog kompetencije, nego kao preživjeli svjedok jednog smislenog vremena, kad ste Hrvatskoj bitno pomogli i to riskirajući mnogo od svog intelektualnog ugleda u vlastitoj sredini. I ne zato što biste stali na nečiju stranu, pa bila to i strana slabijeg, nego zato što se u tom trenutku na primjeru Hrvatske odigravala jedna opća drama Condition humaine u kojoj ste dosljedno podržali vlastite principe. Jedna od važnih vaših tema koje bih htjela spomenuti svakako je afirmacija pojma granice. Taj pojam koji je u globalizacijskim trendovima negativno obilježen, ne iscrpljuje se u geopolitičkoj pragmi, nego funkcionira u svakom odnosu, životnom, prostorno-vremenskom, emotivnom, individualnom, kolektivnom, kao točka susreta s drugim. A odnos s drugim, citiram od prilike, vrednije kao razlika nego kao jedinstvo. Jedinstvo nije, a razlika jest pokretačka motivacija na svakom polju. Ne mogu ipak preskočiti trenutak vezan uz političku pragmu u vrijeme našeg Domovinskog rata, kad su se stvarale nove države i kad su unutrašnje granice postajale vanjske. Na kongresu PEN-a u Dubrovniku 1993. jednom od najljepših događaja naše kulturno-političke povijesti utemeljiteljskog razdoblja, to se u mojoj struci kaže Grindercaj, događaja za koji bi Slobodan Prostorov Novak zaslužio spomenik, odigrala se poznata rasprava u klaustru Franjevačkog samostana između Alena Finkielkrauta i Đerđa Konrada. Alain Finkielkraut zastupao je vrijednosti razmjene identitetskih razlika, dok je Konrad zastupao brisanje granica, funkcionalizam ujedinjavanja i pretapanja. Naravno da je case study bio raspad Jugoslavije, za koji je Konrad žalio, i povijesno pravo hrvatskog naroda na vlastitu državu koje je Finkielkraut branio. Ne mogu odoliti napasti da se sa smiješkom ne sjetim svoje male epizode u toj priči. Stojeći neposredno uz dvojicu diskutanata, u jednom trenutku upitala sam gospodina Konrada bi li volio da se izbrišu granice između Mađarske i Rusije. Taj čas Tonko Marojević prilično me žestoko povukao za rukav, opominjući me zbog moje nedopustive preuzetnosti. U vašim razmišljanjima polje filozofskih razmatranja proširuje se od velikih apstrakcija na svagdašnjicu uz zahvalu Kunderi. Svagdašnjica nudi prolazne motive neprolaznih značenja i otvara prostor riskantnih angažmana. Svagdašnjice su uglavnom usporedive, pa je poticajno čitati u svijetlu današnjih tendencija dezintegracija nacija o odnosu Francuza prema obnovi katedrale Notre Dame, to jest prema statusu simbola, i usporediti motive toga odnosa s odnosom Hrvata prema obnovi vlastite Zagrebačke katedrale. Ili, primjerice, usporediti pokušaje javne diskvalifikacije Francuske akademije, koje ste kao jednu od zadaća formulirali čuvanje jezika u svakom smislu, od tehničke funkcionalizacije, to jest od onih koji jezik ne mogu shvatiti, a zaboravili su ga voljeti. Jednako tako od diskvalifikacija ovdašnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i valjda svake akademije. Nema vremena za eksplikaciju pojedinih slučajeva, ali vjerujem da biste bili oduševljeni primjerom ekipe koja je upravo objavila novi hrvatski prijevod Biblije, hvaleći se dokidanjem imperfekta i drugih sličnih arhaizama, ne dotičući ni mišlju asocijativnost verbalnih elemenata, intonaciju ritmova i
sličnih opterećenja za masovnu uporabu. Već prije dosta godina jedan je veliki talijanski izdavač planirao neke svoje biblioteke prema broju riječi koje autori smiju upotrijebiti, 800, 1500, 5000 i tako dalje. Stvarnost se usavršila, a čovječanstvo je palo ispod 800. Što se tiče prostora riskantnih angažmana, podupirući hrvatsku težnju za samostalnim opstankom, niste Hrvatskoj preskakali Jasenovac, kao ni Francuskoj Vichy, kao ni Izraelu Netanjahuovu politiku. Razlikovali ste, međutim, domovinu, državu i režim, pojmove koji se prečesto miješaju, što dovodi do bolnih nesporazuma. Upravo takva bespoštednost prema sebi omogućila je i pravednost prema drugima, budnu pravednost, jer povijest krivuda i nevinost nikome nije trajno zajamčena. Spuštajući se na zemlju, prema vašim vlastitim riječima, eliminirali ste u svom pisanju hermetizam kao jamstvo intelektualne nadmoći, radeći na spoju jasnoće i dubine. Također, stvarali ste književnost u skladu s mišlju Josefa Conrada, koju citirate. Svako književno djelo koje ima ambiciju, koliko god skromna bila, postići umjetničku vrijednost, mora svoje postojanje opravdati svakim svojim retkom. I napokon nekoliko riječi o predmetu vašeg današnjeg predavanja, o odnosu Izraela, Europe i svijeta danas, odnosno o židovskoj domovini, državi i režimu. Duboko je dojmljivo čitati riječi o sudbini naroda kojemu je stoljećima krimen bio manjak ukorjenjivanja, da bi mu danas u svjetonazorskim i retoričkim oscilacijama krimen postala obrana korijenskog tla. Ne samo krimen zbog načina te obrane prema kojemu ste iskazali svu svoju kritičnost, nego u svijetu koji se poigrava nomadizmom, a stimulira seobe naroda, krimen u samoj pretpostavci vezanosti uz nešto što je napokon dom. Šagalovska lakoća, koju spominjete kao čudesnu, izgusnutu sudbinsku sliku židovskog naroda na putu prema komadiću vlastitog tla, imala je svoju veliku težinu. Spuštanje na tlo još veću. O tome ćemo čuti vaše uvijek pravedne riječi, zahvaljujući vam što ste ih u pravom trenutku bili posvetili nama. Čemu branite Hrvate? Koji vam je vrag? Zar nemate pametnijeg posla? Da vas možda ne plaća Vatikan? Možda je posredi neka žena? Evo, tim riječima započinje ta glasovita knjiga Kako se to može biti Hrvat, gdje na tragu Montesquieu i retoričke srži pitanja o Perzijancima, Finkelkraut se ruga prosječnim Evropljanima kojima je postojanje, prihvatljivije postojanje recimo jednog Perzijanca, jednog Burundica ili čak jednog Eskima negoli Hrvata. Dakle, kad se na početku rata zauzeo za Hrvatsku, mnogi su Francuzi bili iznenađeni, pa gotovo i šokirani. U njihovim očima Hrvatska je bila ustaška zemlja i pitali su se kako se jedan Židov upleo u tu priču
I to jedan Židov kojemu je otac preživjeli iz Auschwitza i kojemu je familija stradala. Tada je bila aktualna ta dilema Europa ili plemena, kakav je bio naziv jednog simpozija koji se početkom veljače održao u Parizu i u kojem je on sudjelovao. I sad ta Europa, to je značilo tada, Europa je značila dakle jedan multikulturalizam, zatim otvorenost, ideal čovječnosti i civilizaciju, a Hrvatska je na tom simpoziju značila dakle sve suprotno, znači pleme, neciviliziranost, zatucanost, jedna vrst zarobljenog uma nacionalizma. I sam rat zapravo je bio protumačen, koji je tada bjesnio na hrvatskom tlu, kao neko plemensko, bratoubilačko istrebljenje u kojem više niko ne može razlikovati napadača od napadnika. I kad je Alen Finkelkraut bio pozvan prethodno u Beograd, jer su računali da će biti 100% da će zastupati njihovu stvar, on je zapravo odbio dati im primatur srpskoj vojsci koja je opkolila i uništila Vukovar i zapravo je stao na stranu ne plemena, nego malih europskih naroda čije je postojanje dovedeno uvijek u pitanje, kako je bila definicija od Milana Kundere, dakle taj esej o tragediji Srednje Europe koji je jako puno djelovao prosvjetljujuće na samog Finkelkrauta. Govorili su mu da se zalaže za, ja se sjećam tih formulacija, smiješne folklorne epitete koji uopće Europi nisu potrebni, a njemu su dali nadimak, naravno podrugljiv, Finkelkroat. I upravo taj dvostruki skandal, dakle skandal neshvaćenosti Hrvatske u Europi i istovremeno srpska agresija su bile te dvije boli koje su ga potakle na angažman za Hrvatsku. On je postao zapravo jedna vrst disidenta demokratske Europe, ma kako to sad paradoksalno zvučalo, dakle za slobodne zemlje. Zato što je u biti i u tim slobodnim zemljama vrlo često vlada načelo postani kao ja pa ću ti priznati razliku. U početku je to izgledalo kao jedna donkihotska borba, on je bio dakle nesuvremenik, kao što je naziv njegove knjige o Pigiju, dakle koji je osporavao taj apstraktni humanizam Europe, zapravo planetarni internacionalizam, zatim to je bilo jedan duh Francuske koji je izgledao neprobojan. Međutim, snagom svoje riječi, zatim lucidnim i hrabrim svjedočenjima, jer on je vrlo često dolazio na terenu Hrvatske, to što vidite po ovim fotografijama, bio je i u Vinkovcima kad je se pušala od požara ta biblioteka, bio je posvuda i svjedočio, zatim isto tako je imao jednu vrlo moćnu retoričku vještinu i polemički žar, ali najviše je zapravo bila ta jedna količina tekstova i knjiga koje on napisao i to u vrlo čitanim i vrlo zapaženim publikacijama, recimo kako se to može biti hrvatska knjiga koju je izdao Gallimard, dakle vrhunski izdavač u Francuskoj, dakle uvio je nadu u postupno okretanje javnog mnijenja u korist Hrvatske, čemu je zaista puno doprinio. Dakle,
To je učinio u najtragičnijem trenutku hrvatske povijesti i zbog toga je nekako u Hrvatskoj zaradio jedno iznimno štovanje koji pripada samo izabranima i koje potpuno nadmašuje njegovu struku. On je po struci filozof. I sad, danas, nakon 35 godina, došao je neki čas da se toga svega prisjetimo i da mu zahvalimo za sve što je učinio za Hrvatsku i nadasve, ovo što je rekla Željka Čorak, da se izborio zapravo za jednu kritičku misao iznad svih ideologija. Govoriti, reći istinu po svojoj savjesti, to je zapravo nešto što je prisutno od početka u habitusu Finke Krautovom i bez obzira na podjele na lijevu stranu, na desnu stranu, bilo da ustraje, dakle, u obranu pravednih nacionalnih težnji, bilo da ustaju u obranu kulture klasičnog obrazovanja, zatim kritici moderniteta, postmodernizma, relativizma, bilo da je zabrinut nad sudbinom škole, razine obrazovanja, nad identitetom koji je osporavan. On je uvijek čovjek zapravo koji prosvjetljuje i koji upućuje ljude na nijanse i na kompleksnost pitanja kojima se bavi. I zapravo je on kao neka vrsta mentalnog kompasa baš u ovim teškim pitanjima, teškim događanjima kojima smo svjedoci i danas. I baš mislim da ova pitanje Izraela je baš tako, vrlo teško pitanje, vrlo kompleksno i mislim da bi on mogao baciti, kao što uvijek baca, jedno novo svjetlo na ove sve tragične događaje koje se danas zbivaju. Hvala. Željka Čorak et Marjane Katunaritch pour leur présentation très généreuse. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler en Croatie de la Croatie. Je vais parler d'une autre question. En 1903, au lendemain du pogrom de Kishinev, qui bouleversa l'Europe entière, Israël Zangwill, l'un des fondateurs avec Theodor Herzl du sionisme, a dit ceci: la seule solution de la question juive, c'est de sortir les Juifs de Russie et de les planter dans un terreau qui leur appartienne. Dans ce terreau même a eu lieu, le 7 octobre 2023, un pogrom beaucoup plus féroce, beaucoup plus sanglant encore que celui de Kishinev. 45 morts à Kishinev, 1200 morts le 7 octobre sur le territoire israélien, c'est-à-dire dans l'État créé précisément pour qu'aucun pogrom, aucun massacre de juifs n'y soit possible. Et ce pogrom du 7 octobre n'était pas seulement l'effet d'une haine aveugle. Cette attaque a été minutieusement préparée et elle était chargée d'un message.
adressée aux Juifs habitant cette terre. Voilà ce qui vous attend. Vous n'avez rien à faire en Palestine. Votre seul destin, c'est de disparaître en quittant cette terre ou alors en étant assassiné. Et comme si cela ne suffisait pas, le pogrom du 7 octobre, au lieu de frapper d'horreur l'opinion mondiale dans son ensemble, a levé les dernières inhibitions de l'antisémitisme. Dans les banlieues islamisées d'Europe et dans tous les campus. Quelque chose là s'est manifesté tout de suite. Une haine à laquelle, malgré tous les avertissements, les Juifs d'Israël et de la diaspora n'étaient pas préparés. Alors il faut remonter en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. En arrière, c'est-à-dire 1967, la guerre des 6 jours. Cette guerre a permis à Israël de conquérir un certain nombre de territoires. Ce n'était pas le but d'Israël. La guerre était défensive et le gouvernement israélien a supplié jusqu'au dernier moment le roi de Jordanie de ne pas se joindre à la croisade du président égyptien Nasser. Et voilà, Gaza a été annexée, la Cisjordanie a été annexée et aussi une grande partie du Sinaï. Mais à ce moment-là, l'image d'Israël a commencé à changer dans une partie de l'opinion, la partie même la plus éclairée. Ce pays de survivants et de pionniers devenait un pays de conquérants. L'opprimé d'hier changeait soudain d'identité. Il était l'oppresseur. Et cette disqualification, avec le temps, est allée en s'aggravant. Opprimé, oppresseur, victime, bourreau, juif, soudain changé en nazi. L'accusation de génocide adressée à Israël est antérieure à la dernière guerre de Gaza, mais au lendemain du 7 octobre, dès les premières frappes de l'armée israélienne, cette accusation a pris une vigueur extraordinaire. Soudain, les Juifs solidaires d'Israël étaient transformés en sionistes génocidaires. Il faut s'arrêter un instant à cette accusation. Génocide. Génocide. Parce qu'il y a eu des génocides dans l'histoire du XXe siècle. Il y a eu le génocide des Arméniens, il y a eu l'extermination des Juifs, la Shoah, comme on dit, entre 1940 et 1945. Il y a eu
le génocide des Tutsis. Jamais dans ces génocides, les victimes n'ont eu le choix de déposer les armes. D'abord, elles étaient le plus souvent désarmées, et quand elles étaient armées, elles étaient sûres de mourir. Imaginez les combattants de Ghetto de Varsovie. On leur dit, voilà, vous déposez les armes et on arrête tout. S'ils déposaient les armes, ils étaient purement et simplement, immédiatement assassinés. Ils l'ont été. Or, tout au long de la guerre à Gaza, le Hamas avait le choix de déposer les armes. Et ce choix, il l'a encore. Il déposerait les armes, plus aucune escarmouche n'aurait lieu à Gaza. Et les Allemands, ni les Turcs, en 1915, n'envoyaient des messages non plus aux Juifs ou aux Arméniens pour quitter les habitations qu'ils allaient prendre d'assaut. Ça, on ne les déplaçait pas. Évidemment, non, puisqu'il s'agissait purement et simplement d'en exterminer tout de suite le plus grand nombre. Or, toute cette différence n'apparaît plus. Tout d'un coup, il s'agit de génocide et c'est une accusation qui s'est installée dans une grande partie de l'opinion européenne. Et même en Croatie, j'ai appris en venant ici, j'ai pris connaissance de la polémique qui a opposé le président de la République croate à l'ambassadeur d'Israël en Croatie. Celui-ci avait demandé, peut-être à tort, c'est pas là l'important, de fermer l'ambassade d'Iran en Croatie, car cette ambassade, disait-il, était un nid de terroristes. La réponse du président de la République croate, je l'ai appris ici même, a été d'une violence et d'une vulgarité extrême. Il a parlé à propos des Israéliens et de cet ambassadeur, il a parlé donc de maniaques sionistes homicides, meurtriers, assassins politiques, des hommes qui brûlent, qui tuent, piétinent, brûlent, égorgent. L'armée israélienne tue, elle vient et elle te tue. Une femme, un civil, peu importe, ils te tuent, ils te bombardent, ils assassinent toute ta famille. C'est un président d'un État, la Croatie, d'un État européen qui s'exprime ainsi. Et j'ai appris également que ce président ne pouvait pas être perçu comme un continuateur, un nostalgique d'Ante Pavelić et des Oustachis. Il vient, me dit-on, de la gauche. Et ça, c'est la grande mutation de la haine antisémite à laquelle nous assistons depuis 1967 et qui a trouvé son apothéose après le 7 octobre. La parenthèse raciste de l'antisémitisme a été fermée par Hitler et elle ne sera plus jamais rouverte. Mais ce n'est pas pour autant qu'on en a fini avec l'antisémitisme. Un antisémitisme antiraciste a pris le relais. Un antisémitisme auquel on ne peut pas faire honte en brandissant le devoir de mémoire, parce qu'il s'adosse lui-même au devoir de mémoire, à l'obligation de se souvenir d'Auschwitz, pour dire ce sont des Juifs aujourd'hui qui commettent un nouvel Auschwitz, une nouvelle Shoah. Et cette situation est
terrible, parce que précisément, face à cet antisémitisme, on est complètement désarçonné. Il est bouffi de bonne conscience. On ne peut rien lui dire, on ne peut pas brandir les leçons du passé, parce qu'il s'est emparé du passé pour faire le procès des Juifs actuels. On ne leur coupe plus à ces Juifs l'étoile jaune, mais la croix gammée. Voilà le renversement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et même des gens beaucoup plus raisonnables expliquaient, comme un député centriste français, au lendemain de cet octobre, que ce massacre était sans excuse, mais qu'il n'était pas sans cause. Et la cause, évidemment, ce serait l'occupation. L'occupation. Israël, c'est toujours la même chose. L'opprimé est devenu oppresseur et occupant. Or, Gaza n'était plus occupé depuis 2005. Et si le gouvernement de Gaza avait choisi d'assurer une vie décente aux Palestiniens, au lieu de construire des tunnels, réservés d'ailleurs à ses miliciens, interdits à sa population, c'est le camp de la paix qui serait aujourd'hui au pouvoir en Israël. Mais, une fois cela dit, je dois continuer. Je ne peux pas en rester à ce constat ni à ce combat qui est pourtant quotidiennement le mien. Combat contre la nouvelle forme antiraciste de l'antisémitisme. Parce que voilà, il se passe aussi des choses en Israël qui me paraissent extrêmement inquiétantes. Et d'abord cette phrase qui circule dans certains milieux israéliens et jusque au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Et cette phrase est absolument terrible. Parce que elle dit qu'effectivement, l'armée israélienne n'a pas à s'inquiéter de faire des victimes innocentes. Qu'elle tire dans le tas, ce sera toujours tiré dans le mille. Et les mêmes qui s'expriment ainsi réclament l'abandon par Israël, par Tsahal, l'armée israélienne, de son code éthique, parce que celui-ci entrave l'action des soldats. Et il y a aussi un ministre israélien qui s'appelle Bezalel Smotrich. Il est ministre des Finances. Et il y a quelques mois, a eu lieu en Cisjordanie une attaque contre des colons près de la ville palestinienne d'Ouara. Certains colons ont voulu se venger. Ils ont incendié des voitures. Cette attaque avait fait des morts, des civils bien sûr. Ils ont incendié des voitures et des habitations. Le gouvernement israélien a dit non, ce n'est pas à la population de se faire justice elle-même. Il n'empêche, ce Smotrich a été interrogé à la télévision israélienne et on lui a dit certains
colons disent « il faut raser Ouara ». Que répondez-vous? Le ministre Smotrich dit « oui, il faut raser Ouara ». Oui, il faut raser Ouara. Et de même, il a tenu ses propos ahurissants, ce Smotrich. Si l'Arabie saoudite conditionne la normalisation à un État palestinien, elle peut continuer à se promener à dos de chameau dans le désert. Pour comprendre ce qui se passe, là, il faut aussi remonter en arrière et remonter à 1967. Victoire miraculeuse, Israël était voué par la coalition des États arabes à la destruction. Le président de l'organisation palestinienne d'alors, Ahmed Choukairi, avait dit « il faut jeter tous les Juifs à la mer ». Moyennant quoi, en 6 jours, Israël renverse tout et les Juifs font retour à Hébron, à Jéricho, à Naplouse, ville biblique de Sichem. C'est un événement considérable, parce que le sionisme est un mouvement de retour, mais ça n'avait aucun sens. Le retour à Tel Aviv. Tel Aviv a été créé en 1909. Le retour prend naissance en 1967. Retour à Hébron, retour à Jéricho, retour à Sichem. Et certains Israéliens exaltés ont interprété cette victoire comme un message divin. Tout d'un coup, la main de Dieu entrait dans l'histoire. Et c'est terrible, c'est terrible. La politique, aux yeux de certains Israéliens, cessait d'être laïque. Et tout d'un coup, on se disait, Dieu a donné cette terre à Abraham et les descendants d'Abraham la récupèrent. Et le 7 octobre a été interprété aussi par certains dans les mêmes termes. C'est une horreur, mais c'est aussi un miracle. C'est aussi la main de Dieu, puisque on peut, grâce à cet événement, saisir l'occasion de vider une terre donnée à Abraham par Dieu de sa présence palestinienne. Les Palestiniens de Cisjordanie et les Palestiniens de Gaza. Ainsi, ce rêve existe aujourd'hui en Israël. Non seulement annexer ces terres, mais aussi les judaïser complètement. Et cette situation, si vous voulez, elle a été rendue possible, il faut le dire, par les déceptions que les Israéliens ont accumulées depuis 1967. Il y a eu des conquêtes, mais il y a eu des retraits. Israël s'est retiré du Sinaï, et là, en effet, une paix a été signée avec les Juifs. Une paix qui a survécu à l'assassinat de Sadat, qui a même été signée après l'assassinat de Sadat. En revanche, quand les Israéliens, à l'initiative d'Ehud Barak, se sont retirés du Liban, ils ont eu en récompense le Hezbollah, c'est-à-dire une milice pro-iranienne, une force même d'occupation du Liban iranienne, vouée à la destruction d'Israël. Ils se retirent de Gaza, ils ont le Hamas, dont l'objectif est le même. D'où, chez un certain nombre d'Israéliens, l'idée qu'aucun autre retrait n'est possible, car ce serait le Hamas aux portes
fait donc le risque d'une multiplication de pogroms du type de celui du 7 octobre. Cette angoisse sécuritaire fait qu'un certain nombre d'Israéliens restent tétanisés et laissent s'exprimer l'idéologie messianique dévoyée que l'on voit aujourd'hui au pouvoir en Israël. Mais cette idéologie messianique, il n'empêche, fait de terribles ravages et j'éprouve en entendant des intellectuels et des ministres s'exprimer ainsi, il n'y a pas de civils innocents à Gaza, un sentiment non seulement de colère, mais de honte. Je me sens compromis, je me sens embarqué. C'est des gens de mon peuple qui s'expriment ainsi. C'est des gens de mon peuple qui disent, comme Pierre Lursa, que il faudrait que l'armée israélienne puisse faire le plus de victimes civiles et militaires dans la guerre à Gaza. Un sentiment de honte. On en a voulu en France de parler en ces termes. On m'a qualifié de traître. On m'a dit que j'abandonnais ma communauté, que je me rangeais dans le camp majoritaire pour servir mes propres intérêts. Et j'ai eu droit à des attaques extrêmement violentes. Pour autant, je n'ai pas honte d'Israël. J'ai honte, comme un grand nombre d'Israéliens, de ceux qui vont jusqu'à parler, jusqu'à dire il faut raser Ouara, ou jusqu'à dire qu'il n'y a pas de victimes innocentes à Gaza. Et cette honte, je la partage avec un grand nombre d'Israéliens. Je n'ai jamais cessé d'être solidaire d'Israël. La seule question est de savoir lequel. Israël est un pays divisé. C'est un pays divisé. Il y a d'un côté les héritiers d'Yitzhak Rabin et de l'autre côté les disciples de son assassin. Voilà. Et les disciples de son assassin, Netanyahou, pour des raisons qui lui appartiennent, a choisi de les faire entrer dans son gouvernement. Ce sont deux Israël irréconciliables. Et toute la question est de savoir lequel va l'emporter. Et ce ne sont pas simplement deux Israël irréconciliables, ce sont aussi deux judaïsmes irréconciliables. Un judaïsme qui repose depuis les tables de la loi sur l'idée de justice, et un judaïsme qui s'en tient à la promesse faite à Abraham, et que nulle autre considération n'émeut. Ce deuxième judaïsme, il se veut messianique, sauf que le messianisme originel consistait à faire d'Israël la lumière des nations. Qu'Israël soit la lumière des nations, ce n'est pas le souci des ministres dont j'ai parlé tout au long de cet exposé. Ils veulent simplement assurer la présence juive sur une terre qui, disent-ils, leur appartient et appartient à eux seuls. Et me voici donc dans une situation très inconfortable, parce que je dois quotidiennement me battre sur deux fronts.
contre un antisémitisme bouffi de bonne conscience, contre une haine devenue vertueuse et qui sévit particulièrement dans le monde universitaire, étudiants comme professeurs. Et à cette haine, il ne faut accorder aucun crédit. Aucun. Mais je dois aussi me battre avec la même vigueur contre ceux qui, en Israël, mettent ce pays en péril et mettent le judaïsme en péril. Car en 1980, le grand historien J.L. Talmon avait envoyé une lettre à Menahem Begin, publiée dans la presse israélienne. Dans cette lettre, Talmon disait « De nos jours, pour assurer la coexistence, le seul moyen d'assurer la coexistence des peuples, c'est, bien que cela puisse paraître ironique et décevant, de les séparer. Nous sommes en 2026, l'urgence n'a pas changé. Je ne suis pas nécessairement pour un État palestinien, peut-être une confédération jordano-palestinienne est géographiquement et historiquement plus logique, mais je suis pour la séparation nationale. L'alternative à la séparation, c'est soit un nettoyage ethnique d'une ampleur inouïe, soit une promiscuité meurtrière entre les deux peuples, avec une brutalisation constante des Israéliens et des Palestiniens. Je ne m'attendais pas à cette épreuve intellectuelle, politique et morale. Mais justement, l'épreuve, c'est la rançon de la finitude, n'offre jamais le visage que nous attendons. C'est mon destin. Mon destin, donc, de me battre sur deux fronts. Ce destin, je l'assume, comme je peux. J'essaye, tant bien que mal, d'être à la hauteur. Et quoi qu'il en coûte, je continuerai. Je vous remercie. Poštovane dame i gospodo, došli smo do samog kraja današnjeg predavanja. Iznimna mi je čast još jednom zahvaliti u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gospodinu Finka Krautu na ovako uistinu nadahnutom predavanju. Zahvaljujem i našim cijenjenim gostima, gospodinu veleposlaniku, ministrici, što su nas počastili svojim dolaskom, akademiku Katunariću, akademkinji Ćorak, što su nas uveli u ovo predavanje i posebno mi drago, naravno, da mogu zahvaliti i našoj simultanoj prevoditeljici, gospođi Lejkovač, koja je ovako vrijedno odradila svoj zadatak. Još jednom hvala i doviđenja.